Je vais déjà me présenter donc Alain Servet, je suis professeur de neurologie dans l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire. Voilà, je donne encore quelques cours parce que à mon âge, c'est-à-dire à 52 ans, bon, je n'en parlerai plus, c'est fini. Bon, ça veut dire que je suis prof et donc je risque aussi de vous interpeller de temps en temps et de faire appel à votre aide éventuelle. Alors je vais commencer par vous dire donc que je ne suis pas physicien et par votre conséquence je ne vais pas entrer dans des considérations mathématiques ni de modélisation. Je vais un petit peu avec vous réfléchir sur l'approche du vivant par rapport au line quartz. On m'a dit d'appuyer là-dessus, c'est magnifique. Alors le vivant est très souvent en fait associé à simplement ce qu'on voit, c'est-à-dire notre vie, la plupart du temps on est conçu, la plupart du temps aussi on est, la plupart du temps on vit et certainement on meurt. Et on limite ça à cette notion de vivance et de matière, etc. Alors je vais déjà vous faire un aveu, il va falloir faire un gros effort pour que vous puissiez accepter de modifier éventuellement un paradigme, c'est-à-dire que le vide n'est pas vide, que le vide est plein. Ça y est, je suis déjà traité de sorcier. Et donc, ça veut dire que nous sommes entourés d'énergies, et d'énergies qui sont positives ou négatives. Non, les énergies sont énergies. Voilà. Et vous allez voir après pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'en fait c'est important. Et nous y reviendrons de travailler sur la cohérence, c'est ce qu'on appelle la cohérence de phase. Je vous expliquerai ce que c'est. Donc la vie, en fait, si vous voulez, c'est un système qui génère le vivant, l'entropie. Alors c'est quoi l'entropie? C'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on va avoir un résultat. Vous mangez, vous buvez, hop, tout ça descend au niveau intestinal, enfin d'abord estomac, etc. Ça va être digéré et vous l'éliminez. Donc vous éliminez une grosse partie d'éléments intéressants, qui est notamment ce qui reste au niveau de la digestion, plus de l'eau. Ça veut dire que quelque part, cette fonction d'entropie, si vous voulez, c'est quelque chose qui donne de l'énergie et qui est énergique. Alors, je vais faire appel à quelqu'un qui est extrêmement, pour moi, compétent dans le domaine, c'est le professeur Marc-Henri, que vous connaissez certainement, professeur des universités de Strasbourg, qui a bien mis en évidence avec d'autres chercheurs, bien évidemment, parce qu'il y avait les Russes qui avaient fait toute une série de recherches bien avant lui, et bien avant Benveniste, et bien avant Montagnier, et bien avant d'autres, et qui en fait, lui a eu la compétence immense, moi je trouve, de modéliser, de mettre en mathématiques, de mettre en équation l'eau morphogénique. Alors c'est quoi l'eau morphogénique? Vous êtes tous évidemment constitués d'eau, c'est bien juste? Et H2O. Oui? Non. Non, c'est foutu. Parce que si c'était H2O uniquement, il y a longtemps que vous seriez disparu dans les escaliers, vous ne seriez pas ici, vous seriez établi sur le sol, sur le tapis. Donc c'est qu'il y a une autre eau, l'eau morphogénique, ok? Et ça c'est quelque chose qui a été mis en évidence depuis des années, on la connaît. Et vous connaissez tout ça quand vous ouvrez votre frigo, et que vous allez chercher un flan caramel, par exemple, au hasard, que vous retournez votre flan caramel, que vous soulevez le truc, et vous avez le flan caramel qui reste au-dessus, et il ne s'écrase pas. Et pourtant, c'est 99% de flotte. Donc il y a autre chose. Donc il y a quelque chose qui s'appelle la cohérence, parce que l'eau est très cohésive. Ok? Donc l'eau est très cohésive, ça veut dire que quelque part, elle attire les molécules, normalement par les liaisons hydrogènes. Mais il y a autre chose qui joue aussi. Et alors il faut savoir qu'en fait, autour de vos cellules, d'abord, combien de pourcentage d'eau vous avez? On a dit 60%, c'est bien? 70? Qui veut plus? Hop là. Et vous parlez en masse ou vous parlez en chiffres? En nombre? Si c'est en nombre, c'est 99,97 molécules d'eau. Donc vous n'êtes que de la flotte. Et moi aussi, par votre conséquence. Donc ça veut dire qu'il y a des ions autour de tout ça. Il y a encore d'autres éléments, mais l'élément le plus important, c'est évidemment l'eau. Alors, qu'est-ce qui joue sur notre vivant, justement? Figurez-vous que la lumière et l'eau, c'est la source de vie. Vous savez comme moi que les photons, qui sont produits notamment par le Soleil, vous donnent une vitesse d'élaboration au niveau anthropique extrêmement grande. Il faut savoir que les photons qui partent évidemment du Soleil ont une basse entropie, mais quand ils arrivent sur le sol,
ils augmentent leur faculté d'entropie, ce qui peut donner de la force au niveau de la chaleur, de l'énergie, notamment les ultraviolets. Alors l'eau, je vous l'ai dit, c'est quand même ce qui constitue l'élément principal au niveau de l'univers. Si on reprend les chiffres qui sont mis là-bas, sur Terre vous avez 510 millions de kilomètres carrés de surface totale et 361 d'eau, sans compter le nombre de molécules. Si on devait compter le nombre de molécules, croyez-moi, ça ferait un paquet. Donc vous voyez, l'élément le principal, c'est évidemment l'eau. La cohérence de phase dont je vous ai parlé au départ, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des ondes qui sont, je reviendrai après là-dessus, qui sont dans une adéquation, à la fois au niveau de l'espace, au niveau du temps, au niveau de la direction, et au niveau surtout des angles de phase. Alors le vivant, c'est électromagnétisme. Vous le savez, l'onde de Schumann, vous la connaissez, qui est à peu près de 7,83 Hz, qu'on a dit, mais qui peut être associée à l'harmonique de 432. Harmonique 432 que vous utilisez, puisque vous travaillez avec le line quartz. Donc en fait, toute personne, tout ce qui est autour de nous, va jouer avec son environnement, quel qu'il soit. Pour le moment, nous sommes bombardés par les caméras, nous sommes bombardés par ça, nous sommes bombardés par l'écran, nous sommes bombardés par une série d'électromagnétismes, mais il y a une onde qui reste la même pratiquement, c'est l'onde de Schumann. Et on n'y échappe jamais. Donc ça veut dire que ce chant, c'est un chant harmonique de 432 Hz qui va jouer, et ça on le sait depuis peu, mais tout à l'heure le professeur Nguyen vous en a parlé un petit peu au niveau de ce qu'il vous a montré chez le rat, mais chez l'humain aussi, on sait qu'on a fait des IRM qui sont assez intéressantes, je vous en reparlerai peut-être, mais qui jouent sur le système neurovégétatif. Tout à l'heure on a parlé de sympathique et de parasympathique, pour ceux qui sont intéressés par ça, on sait que ça joue là-dessus aussi. Alors, on sait qu'on produit des ondes. Et alors, vous avez, au niveau de l'ensemble de votre corps, des endroits particuliers qui en produisent davantage. Quels sont-ils? Le cerveau? Ah, le cœur, oui. Vous savez que dans le cœur, combien est-ce que vous avez de neurones dans le cœur à vous donner? Une dizaine de milliers à vous donner. Ça va? Dans le cerveau, vous en avez beaucoup plus, mais ils ne produisent pas la même chose. Il faut savoir aussi qu'on pourrait même enregistrer par magnétomètre particulier la distance entre vous et une autre personne avec l'investissement qu'il y a entre les deux. On peut arriver entre 2,50 m et 10 mètres. Donc ça veut dire que le coup de cœur, le coup de foudre, eh bien ça peut éventuellement être tout à fait vérifié. Ça va, oui, à n'importe quel âge. Ça va? Donc ça veut dire que quelque part, on peut éventuellement avoir un coup de foudre pour quelqu'un, ou pour en tout cas une organisation, mais que nous sommes en permanence aussi touchés par tout ce qu'il y a d'extérieur. L'extérieur, tout à l'heure je vous ai dit, il n'y a pas des bonnes ondes et des mauvaises ondes. Il y a des ondes qui ne nous correspondent pas au niveau de la cohérence, et on va y revenir. Parce que là c'est tout un programme. Alors, là, je vous l'ai dit aussi que l'harmonique jouait sur la compétence du cerveau aussi, puisque notamment dans certaines zones du cerveau, enfin dans certaines pratiques, notamment de méditation, etc., on arrive dans des mouvements tout à fait différents au niveau du cerveau, mais l'onde qui est la plus, normalement, à même de vous calmer et de vous mettre dans un état plus ou moins calme, c'est à peu près 8 Hz. Ok? Alors, à partir du moment où on entre en résonance les uns avec les autres, on peut admettre que nous entrons en résonance avec l'électromagnétisme de l'appareil qui s'appelle le line quartz. Alors ici, vous avez sur le schéma des incohérences spatiales. Donc vous voyez vous-même qu'en fait, les ondes ne sont pas du tout placées de la même manière. Vous avez des ondes qui sont placées d'une manière complètement différente. Et ici, vous avez des ondes qui sont avec des schémas plus ou moins les mêmes, mais qui ne sont pas tout à fait dans la même direction. Et ici, vous avez complètement une incohérence tout à fait temporelle au niveau des fréquences. Par contre, celle-ci,
C'est important. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on va vous mettre au niveau du line quartz toute une série d'ondes tout à fait particulières, notamment 432, que l'on espère, que l'on pose comme hypothèse, qu'elles vont réagir d'une certaine manière efficace avec certains endroits de votre corps. Et si possible avec l'ensemble de vos cellules. À cet égard, il faut savoir que l'intelligence de la cellule, l'intelligence entre guillemets, c'est pas le noyau. Ça va ça? Ce serait bien quoi si c'est pas le noyau? Ben c'est la membrane. C'est la membrane parce qu'elle est tout simplement à l'extérieur. Mais la membrane c'est quoi? C'est de l'eau entourée de graisse et d'ions. Ok? C'est résumé, hein, ça va, on va entrer dans un détail précis. Mais ça veut dire que quelque part, cette membrane qui va être impactée par les ondes électromagnétiques va donc devoir, pour s'adapter, émettre des fréquences qui seraient identiques à celles qui sont émises à l'extérieur. Et si vous avez des fréquences internes qui s'adaptent avec les fréquences externes, vous avez des cohérences de phase. Si ce n'est pas le cas, vous avez donc des incohérences de phase. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ça veut dire que quelque part, vous n'allez pas pouvoir, si vous voulez, transporter, donner toute une série d'informations. Parce qu'en fait, si vous voulez, toute fréquence va pouvoir transporter un certain nombre d'informations. C'est pour ça que moi je préfère aussi, au même titre que Marc-Henri, je ne me compare pas à lui, hein, mais je veux dire, j'aime bien sa façon d'envisager les choses, de parler de médecine informative. Pourquoi? Parce que vous donnez une information. J'y reviendrai par après au niveau des bytes. L'information d'ouverture et de fermeture. Je viens de vous dire précédemment que, en fait, l'intelligence de la cellule, ce n'était pas nécessairement le noyau, mais c'était la membrane cellulaire. Donc cette membrane cellulaire va recevoir une fréquence, elle va pouvoir donner une information à l'intérieur, l'information à l'intérieur va pouvoir négocier avec l'ARN messager qui va pouvoir s'installer quelque part pour faire en sorte de fabriquer par exemple une protéine, par exemple. Okay? Et cette protéine va pouvoir elle aussi pouvoir donner une information de sortie avec une fréquence particulière. Donc vous avez une ouverture ou une fermeture. Certaines substances peuvent fermer et d'autres substances peuvent ouvrir. C'est ce qu'on a appelé aussi l'acétylation et la méthylation. Ça vous connaissez aussi. L'importance évidemment là-dedans, c'est que ces fréquences, cette cohérence de phase permettent de voir ou de ne pas voir, mais en tout cas d'avoir une certitude que vous n'avez pas, qu'il y a qu'elles sont indiscernables, c'est-à-dire on ne sait pas voir la différence entre les deux, entre celles qui sortent et celles qui rentrent. Comment faire? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que jusqu'à présent on n'a pas trouvé de moyens techniques, scientifiques qui permettent de le faire. Ça c'est une première chose. Et si on prend en compte la physique quantique, on se rend compte qu'à partir du moment où on essaye de mesurer une onde, on peut la transformer en particules. Si vous mesurez une particule, on peut la transformer en onde. Donc ça devient très compliqué. Jusque-là, personnellement, je n'ai pas encore trouvé, et je n'ai pas encore pu lire des choses, des travaux qui ont été faits dans ce domaine-là. Ça veut dire aussi que, quelque part, nous avons une mémoire de l'eau, puisque quelque part, nous sommes constitués d'eau. Les travaux de Montagnier, etc., vous avez tous vu la mémoire de l'eau de Montagnier. Vous avez vu la transduction. Okay? C'est pas de la charlatanerie, c'est quelque chose qu'on a pu reproduire. C'est quelque chose qui existe depuis des années, qui existe depuis bien longtemps. C'est grâce aux fréquences qu'on peut voir comment ça se passe au niveau de la traduction. Donc ça veut dire qu'on peut lire et écrire sur l'eau. Alors ça veut dire aussi que vous avez, vous, moi, nous, tout le monde, tous les hommes, tous les êtres humains en général, à peu près 450 pétaoctets de bytes. Ça veut dire 450, attendez, parce que 450 multiplié par 8,
multiplié par 18 zéros. C'est quand même pas mal. Ça fait quelques millions d'ordinateurs. Donc votre mémoire est tout à fait faramineuse. Ça veut dire aussi que ça pourrait au conditionnel expliquer certaines théories qui disent qu'en fait, quand on est, on peut avoir certaines informations de ce qui nous a précédé. Peut-être pas à la première génération, mais à la deuxième, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la phénotypie. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement la génétique. Alors, bonne santé, état pathogène. Ça veut dire que quelque part, les ondes externes de fréquence particulière peuvent entrer ou pas, en cohérence spatio-temporelle avec des petits blocs cohésifs qui changent ainsi la résonance, par votre conséquence change aussi la production de phénotypique du noyau cellulaire. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que la fréquence que vous prenez en prenant un médicament, en allant ici aujourd'hui, en discutant avec quelqu'un, c'est une fréquence particulière qui appartient à l'objet qui n'a pas été l'objet de l'étude. Vous, vous êtes l'objet de l'étude. Si les fréquences ne sont pas particulières, si elles sont pas en ordre de marche, chacune avec vous, de votre fréquence, ça va dysfonctionner. Et on peut imaginer à ce moment-là qu'on se trouve dans un état pathogène, c'est-à-dire où il y a un dysfonctionnement. On a parlé de douleurs, c'est ce qui se passe la plupart du temps. On a été soumis à des séquences, à des fréquences tout à fait particulières. Ça veut dire aussi que, quelque part, vous êtes en bonne santé quand il y a cohérence de phase, et vous êtes en moins bonne santé quand vous avez incohérence de phase. Alors, je vais reprendre un petit peu rapidement les indices de fonctionnement de votre line quartz. Vous travaillez en chromothérapie. Je ne vais pas entrer dans les détails, le professeur Nguyen en a parlé tout à l'heure. Ce sont des vibrations colorées qui sont orientées d'une façon tout à fait particulière en fonction, normalement, des fréquences qu'on a pu mesurer au niveau de certains endroits du corps. Alors, quand vous prenez en médecine orientale ces endroits-là, ce sont des chakras. En médecine traditionnelle allopathique occidentale, on ne va pas parler de chakras, on va plutôt parler de plexus, qui sont réellement des plexus qu'on peut voir, qu'on peut mesurer, sur lesquels on peut agir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le positionnement de ces plexus sont pratiquement identiquement la projection des chakras. Il faut se poser des questions par rapport à ça. Si vous prenez en médecine chinoise les méridiens, on les retrouve de la même manière. On retrouve de la même manière certains méridiens au niveau de la médecine hindouiste. La musicothérapie. Alors, la musicothérapie, vous savez comme moi que c'est une onde mécanique qui va progresser ici, parce qu'il y a évidemment de l'énergie. Ça peut progresser différemment dans l'eau, ça peut progresser différemment dans certaines substances. Vous n'entendez pas la musique partout. Et ça correspond à ce qu'on appelle la loi de piézoélectricité. Alors la piézoélectricité, c'est quoi? C'est quand vous avez envie de faire un potage, enfin n'importe quoi, vous avez envie de cuisiner, vous appuyez sur un bouton, ça fait une étincelle parce que vous avez comprimé quelque chose et ça provoque de l'électromagnétisme. C'est simplement ça, bouf, ça fait une étincelle. Il est clair que vous n'allez pas provoquer une étincelle chez vous. Deuxième loi par rapport à la piézoélectricité, c'est il faut que vous vous attachiez à quelque chose de non centrosymétrique. Alors non centrosymétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, madame, par exemple, si je vous coupe en deux, hop, ouais, ben, sous anesthésie, ok? Je referme les deux côtés, mais je n'aurai pas exactement la même forme de chaque côté, parce que nous sommes centrosymétriques. Alors vous dites, ouais, c'est facile ce machin-là, c'est facile à dire, parce que quelque part on ne voit pas ça au niveau cellulaire. Et si, parce que au niveau des acides aminés, qui font partie de votre chromatine, qui font partie en fait de l'ADN, tous les acides aminés ont une fonction amine lévogire, c'est-à-dire qui est située à gauche. Donc ça veut dire jusque-là, jusque dans l'ADN, vous avez des fonctions amines situées à gauche, et pas à droite. Donc ça c'est quand même rudement important. Donc je rappelle ceci, la loi de la piézoélectricité, vous voyez le marteau,
il frappe évidemment sur une bobine qui donne naissance à la lumière. Donc si vous êtes patient, vous pouvez frapper comme ça, vous allez faire des économies de luminosité. Ça veut dire aussi que quelque part, la musique qui vous impacte avec ces ondes mécaniques va toucher votre oreille et va transformer l'ensemble de votre corps. Non. Ben non. Parce que la musique ne passe pas uniquement au niveau de vos oreilles. La musique passe par l'ensemble de votre corps, par l'ensemble de vos cellules. Donc quand vous entendez de la musique, et même quand vous ne l'entendez pas, si vous êtes sourd, vous pouvez vibrer. Et votre vibration va intervenir dans une fréquence particulière qui peut ou non s'accorder en cohérence de phase avec ce qu'il y a à l'extérieur. C'est ça qui appuie aussi le phénomène vibratoire. En fait, la luminothérapie, ben ça vous avez vu que la lumière solaire, elle est en permanence contre. Enfin, sauf quand il fait noir, vous allez me dire. Mais quand il fait jour, normalement, nous sommes en contact avec la lumière du soleil. Et comme on possède 99% de molécules d'eau, nous avons aussi fatalement des ions, et notamment l'ion NaCl. Alors vous savez comme moi aussi que la fonction vibratoire va avoir un autre impact chez tout le monde. Ici, je suis persuadé que si on met une musique X, Y ou une lumière particulière, vous risquez tous, en fait, de réagir différemment. Il y a encore quelque chose d'extrêmement important qu'on peut dire par rapport à ça, c'est parce que au fur et à mesure que je vous amène des informations, je pense à ça aussi, on peut augmenter certains bruits de fond. Vous êtes dans une salle et vous essayez de parler à votre voisine parce qu'il y a beaucoup de bruit, etc. entre vous, mais il n'y a que le bruit des paroles. Et tout à coup, on met la musique. Et tout à coup, vous avez l'impression que c'est plus facile de parler avec votre collaboratrice ou la personne qui est à côté de vous. Parce qu'on a augmenté quelque chose, on a augmenté le bruit de fond. C'est ce qu'on appelle l'expérience stochastique. On fait ça en lumière, et ça correspond un petit peu aussi à un phénomène qu'on retrouve dans la stimulation neuronale, la loi du tout ou rien. Donc ça veut dire aussi que ces ions que vous recevez, qui sont à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre eau, qui sont impactés par la luminothérapie, vont donner évidemment toute une série d'informations. Et notamment, on va resserrer ce qu'on appelle les champs magnétiques, qui vont reprendre moins de place et qui donc vont être beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants et qui vont faire appel à ce moment-là à la théorie de Gérard Pollack, qui est la 4e étoile de l'eau, où vous avez bien précisément, on a vu comment ça se passait, une répulsion des ions à partir d'une surface hydrophile. C'est le même processus qu'on retrouve dans l'eau morphogénique de chez Marc-Henri, expliqué d'une autre manière. Et en fait, c'est une loi qui a été, si vous voulez, mise en place après que des étudiants aient fait une erreur de processus, procédé. Je fais une petite intervention là-dessus. 30 secondes. Ça, c'est très intéressant à comprendre, parce qu'en fin de compte, on a notre membrane cellulaire, on va retrouver des liens négatifs et positifs, et on a ce qu'on appelle donc une zone d'exclusion. Là, on est sur un schéma qui est fait de cette façon-là. Il y en a un qui va le comprendre, c'est Thierry, parce qu'on est dans la configuration d'un condensateur en électronique. Ok, donc ce qui veut dire qu'avec le line quartz, en envoyant des impulsions lumineuses de 0 et de 1, j'éteins, j'allume, c'est des 0 et des 1, j'envoie un phénomène d'information qui va être comprise par la zone d'exclusion. Ou pas. Oui, désolé. Je ne suis pas physicien. Bon. Alors, en fait,
Le quartz qui est évidemment prévu, enfin qui est disposé dans les bras, lui, va automatiquement, ça c'est clair, vibrer d'une certaine manière, et on espère qu'il va vibrer de toute façon en même temps que votre silicium organique, que vous avez à peu près 7 à 8 grammes par tête de pipe. Okay. Mais il faut encore que cette vibration que vous recevez, qui va passer par les vibrations lumineuses, qui va passer par les vibrations de la chromothérapie, qui va passer par les vibrations de la musique, soit entendue et des fréquences qui soient susceptibles de s'adapter à l'ensemble de votre silice organique aussi. Donc ça veut dire en d'autres termes que si vous êtes malade, si vous avez un rhume, si vous avez n'importe quoi, hein, je ne sais pas, au hasard, donc ça veut dire que quelque part vous n'aurez peut-être pas la même fréquence vibratoire que quelqu'un qui est en bonne santé. Donc ça veut dire que quelque part, une quartz, en l'occurrence avec tous ces processus, etc., ne va pas agir de la même manière. Ce qui pourrait aussi peut-être expliquer à certains égards qu'on n'a pas les mêmes continuités dans le gain au niveau de la descente, au niveau des douleurs. Ça pourrait aussi être quelque chose sur lequel on pourrait revenir. Donc, ça va vous donner cette information-là. C'est-à-dire qu'en fait, moi je vous propose de réfléchir un peu sur le fait qu'il est plus facile de désintégrer un atome, plus facile que de désintégrer un préjugé. Pourquoi je vous ai mis ça pour terminer? Parce que quelque part, croyez-moi que faire passer le message en faculté de médecine, et on sait, tout le monde, qu'il y a peut-être d'autres possibilités pour mettre en place des guérisons, enfin en tout cas des améliorations dans la santé, etc., que la méthode traditionnelle, ce n'est pas évident. Je peux vous garantir que c'est un travail de tous les jours, et il faut, en tout cas comme le professeur Guyenne et Alcira, sur la raison de le montrer, apporter des réalités scientifiques mesurables, observables, et qui soient équationnées éventuellement. Donc ça c'est important. Ici vous êtes au départ de quelque chose d'une aventure qui, j'espère, va se poursuivre pour vous d'une manière tout à fait efficace. En tout cas, moi, j'y participerai, enfin, comme je peux, en tout cas. Je vous fais confiance pour continuer et je vous souhaite, en tout cas, bon courage et merci de votre écoute. Merci.